Bonjour et bienvenue en ce dimanche 9 novembre 2025. Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous travaillons, tous les êtres humains qui apparaissent sur cette planète, depuis que nous nous sommes distingués des autres, de nos cousins primates, pour devenir l'humanité, cette espèce bien particulière. Et on peut englober tous ceux qui en font partie, hein, toutes les branches qui ont contribué à faire ce que nous sommes, et nous contribuons à faire ce que nos descendants, dans 1, 2, 3, 4, 5 siècles, seront. Et donc, cette aventure, eh bien, elle se dirige, selon moi, et c'est ce que j'essaie de démontrer de façon rationnelle, elle se dirige vers son ultime perfection. Nous travaillons à construire une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles, évidemment, d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. C'est nous, en tant qu'individus, qui n'avons pas le temps, ou disons, qui sommes pressés. On voudrait voir de notre vivant des signes. Ils existent, ces signes d'évolution vers cette ultime perfection. Et si vous allez sur mon site, vous comprendrez pourquoi, ou si vous regardez d'autres vidéos, vous comprendrez pourquoi je parle d'ultime perfection et non pas de perfection tout simplement. Et donc, nous nous dirigeons progressivement vers cet état. Nous construisons une sorte de paradis, vers une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Ce paradis, on peut l'imaginer assez facilement. En fait, on peut bien comprendre que c'est la paix universelle, par exemple, la fin des guerres. On voit à quel point c'est une horreur, les guerres que notre niveau de conscience encore extrêmement bas engendre, parce que c'est les dominants hein, qui engendrent les guerres, c'est pas les peuples qui décident de faire la guerre. Mais nos dominants ont un niveau de conscience encore extrêmement bas qui les pousse à, au lieu de chercher à établir des ponts, des solidarités, des entraides, des amitiés entre les peuples, chose qui existe aussi parallèlement à ça. Il y a tout un tas de convergences. On le voit au niveau des étudiants, au niveau des chercheurs, au niveau des touristes, au niveau des travailleurs. Le mélange se fait, évidemment. L'immigration, tout ça contribue à nous aider à nous connaître mutuellement, à nous respecter, à voir que chaque être humain a la même constitution sensible, les mêmes aspirations au bonheur, à l'amour, à la paix, à la tranquillité, etc. Voilà, donc cet état de paradis, c'est un paradis tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire l'humain qui n'a plus d'aucun impact négatif sur les autres espèces, ni sur la planète, ni sur lui-même. Et ça, c'est à notre portée. Maintenant, on voit bien qu'on a mis le pied, au moins un pied, dans l'écologie. Et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas, évidemment. On va évoluer jusqu'à ce qu'on ait dépassé l'énergie fossile pour trouver des énergies propres et sans impact. Le soleil, il a de quoi fournir de l'énergie à l'ensemble de la planète sans restriction.
Et c'est juste une question de technologie qui progresse sans cesse et qu'on parviendra à maîtriser un jour ou l'autre. C'est évident. Voilà. Et puis la fin des frontières, la mise en commun de tout. On commence d'ailleurs, hein, on peut justement, quand je parle des prémices et des indices, on peut le voir, il y a de nombreuses choses qu'on commence à faire passer au patrimoine universel. Ça a commencé avec l'UNESCO il y a 100 ans presque, de pouvoir mettre des chefs-d'œuvre de l'humanité, de les protéger, etc. Alors, on n'est pas encore très... on voit à quel point on a encore du chemin à faire, bien entendu, pour protéger comme ça. Mais on va protéger les forêts, on protégera l'air, on protégera les océans, qui passeront au niveau du patrimoine universel, etc., jusqu'aux hommes, à l'être humain. On ne pourra plus toucher un être humain, parce que c'est clair que s'il y a un chef-d'œuvre, évidemment, il y a les pyramides, les chefs-d'œuvre, la muraille de Chine ou d'autres chefs-d'œuvre créés par l'humanité. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais la constitution d'un être humain, la façon dont un être humain va, à partir d'une cellule et d'un spermatozoïde, va se développer pour devenir un être humain, et ça, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose d'époustouflant. Et c'est honteux que certains puissent servir de chair à canon pour l'inconscience de quelques chefs d'État, de quelques dirigeants, de quelques organisateurs, de quelques leaders dans l'humanité. Ils sont pas nombreux, hein, s'ils représentent 0,0001% de la population à décider de la guerre ou les stratégies qui vont conduire à la guerre, parce qu'en réalité c'est ça. Eh ben, ils sont pas très nombreux sur la planète, et ils n'ont pas une vision de la beauté et de l'œuvre d'art que représente chaque être humain. Et c'est ce qui fait que on peut développer un racisme, un mépris de certains peuples, de certaines communautés, de certaines religions. On peut arriver à avoir une sorte de mépris parce qu'on n'a pas la conscience de la beauté qu'est chaque être humain qui apparaît sur cette planète. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction, toujours un peu longue. Malheureusement, j'arrive pas à gérer ce genre de choses. Et là, je voulais... Alors, pour préciser cette théorie, souvent, je m'appuie sur des émissions que j'écoute sur France Culture. Bien souvent, c'est une émission qui s'appelle Avec Philosophie, mais ça peut être autre chose, ou des ouvrages, des bouquins que je trouve. Et puis, je vais prendre appui là-dessus pour préciser ma théorie et pour en même temps essayer de mettre mon petit grain de sel sur ce qui est dit dans ces émissions, qui sont extraordinaires, hein, qui vulgarisent la pensée, la créativité, la philosophie, mais toutes les sciences. Une chaîne comme France Culture, c'est inouï d'avoir la possibilité d'avoir des chaînes comme ça dans l'humanité. Voilà, quelqu'un qui n'a pas fait d'études comme moi, par exemple, eh ben c'est une mine d'or, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est la façon à laquelle je vais m'abreuver depuis très longtemps maintenant, et j'en remercie tous les intervenants et puis les passionnés qui animent ces émissions. Et bien là, avec Philosophie, présentée par Géraldine Mühlmann, s'intéresser à... Alors, on va le voir tout de suite. C'était la philosophie complique-t-elle tout?
c'est sur la complexité. Alors je me souviens pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ça fait un moment que je suis déconnecté là, que je fais pas de vidéo, donc je me remets un petit peu en selle, je retrouve un peu d'équilibre pour me remettre en selle, et on y va. Alors bon, peut-être j'ai déjà travaillé sur cette vidéo, ça m'arrive, et je m'en souviens plus du tout. En tout cas, c'est sur la complexité. La complexité, c'est quelque chose de, à mon sens, très important. Et j'en parle de plus en plus. C'est lorsque justement je fais des critiques, parce que je critique un peu les systèmes, je critique la guerre, etc. Par exemple, là, j'ai critiqué les dominants, mais évidemment, si on met la complexité, on voit que les dominants sont contraints par eux-mêmes, par des mécanismes, ils ne sont pas plus responsables que les autres de ce qu'ils font en réalité. Il faut que ça se passe comme ça, et on découvre plus tard pourquoi telle guerre a eu lieu et qu'est-ce qu'elle a aussi apporté à l'évolution de l'humanité. Par-delà les désastres qu'elle a induits, elle a permis de résoudre certaines choses, etc., etc. Et obliger l'humanité de franchir des caps. L'ONU ne serait pas née sans les deux guerres catastrophiques du XXe siècle, 14-18, 39-45. Voilà, bon, et donc on peut voir que la complexité, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais continuer, comme d'habitude, je lance cette écoute, et puis je commente. Voilà, je dis un petit peu ce que j'en pense, et puis voilà, ça précise en même temps la théorie sur laquelle je travaille depuis 25 ans maintenant, la mécanique universelle.net. Pour ceux qui veulent aller voir, il y a toujours le lien en dessous. France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons cette semaine de la complexité et des nuances, autant de valeurs, de choses qui nous manquent un peu en ce moment dans un débat public souvent polarisé et simplificateur. Ce matin, la philosophie face au complexe. Avant de critiquer un certain goût du simple dans l'air du temps, il est bien normal, dans une émission de philo, d'interroger la philosophie elle-même. Serait-elle la reine de la complexité, ne cessant de la cultiver, de la déployer ? Socrate, nous rapporte Platon, évoquait l'effet produit par l'interrogation philosophique comme une piqûre de temps, suivie d'une paralysie comme celle causée par la morsure d'un poisson torpille. C'est la découverte de la complexité qui produit cela, alors qu'on croyait la vie quotidienne si simple. Mais il serait trop rapide d'affirmer que la philosophie est sans envie aucune de simplifier, ou du moins d'unifier. Qu'il lui est agréable aussi de parvenir à saisir le complexe au bout du compte dans des concepts capables de faire droit à toutes les nuances. La dialectique, depuis Socrate d'ailleurs, ou plutôt Platon, comme je le disais, est certes un travail pour complexifier nos pensées immédiates, mais c'est aussi par la suite pour nous faire trouver la lumière des idées vraies, la racine de nos jugements, les principes fondamentaux ignorés par nos visions caverneuses. Un tel but évoque à sa façon la clarté du net et du simple, ultimement atteint après la complexité laborieuse. Sans parler même des auteurs de systèmes philosophiques qui ramassent tout finalement dans les bras d'une même mécanique. Alors... tiens, je suis content d'entendre le mot mécanique dans cette émission. Effectivement, en réalité, je pense que tous les philosophes et tous les gens qui gravitent autour de la philosophie, dans la grande majorité, cherchent à éclairer le plus grand nombre, cherchent à solutionner pour leurs frères humains, et c'est quelque chose d'universel, c'est vraiment un travail universel globalement.
Rares sont les philosophes qui vont se ranger derrière une nation, un groupe, au détriment des autres. C'est très, c'est épiphénomène, c'est extrêmement rare. Ce qui est complexe, c'est peut-être, et c'est le langage, c'est le vocabulaire, qui a été obligé de se complexifier pour, je pense, préciser. C'était une façon de préciser, et puis parce que il y a, quand on fait des études universitaires, j'ai suivi quelques cours quand j'étais à Strasbourg là, il y a quelques jours, et je suis allé suivre quelques cours à la fac en auditeur libre sur Hegel, etc. Et on voit à quel point d'abord les professeurs sont extraordinairement limpides. Et ça, je l'ai remarqué quand je suivais aussi des cours comme ça en auditeur libre au tout début de la mécanique universelle, dans les années 2000, 2002, 2003, je me souviens plus, à la fac de Nice, où j'habitais à côté à l'époque. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'arrive à comprendre Philippe Lavigne, je crois que c'était Philippe, non, c'était pas Monsieur Lavigne, un professeur qui nous parlait de Husserl, qui nous parlait de Heidegger, qui nous parlait de Michel Henry. Je comprenais tout, parce que c'était la façon d'éclairer les choses. Leur intention était de mettre à la portée de leurs étudiants, mais même de quelqu'un qui n'a fait aucune étude comme moi, une compréhension. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et donc, il y a vraiment ce désir de parler à tout le monde et de rendre compte à l'humanité. Simplement, il y a un vocabulaire qui est là dans la philosophie, et ça, c'est ce qui, à la limite, va repousser une partie de l'humanité qui ne peut pas, qui ne parvient pas à comprendre certaines complexités de ce vocabulaire. Mais c'est ce qui fait aussi la recherche de la précision, la recherche de véritablement éclairer. Alors, la mécanique universelle, c'est l'inverse, évidemment, c'est une philosophie de Charpentier, ça parle à coups de hache. Et évidemment, c'est très simple, mais c'est pas précis. Voilà, c'est un peu, ça va avec le neuroatypique que je suis dans la vie. Mais globalement, l'humanité, la philosophie est une sorte de don à l'humanité. Ce sont des donateurs, des bienveillants, voilà. Ils cherchent à éclairer pour lui le plus grand nombre ce qu'il faut. Alors, évidemment, il y a, chez tous les philosophes, il y a des débordements, il y a un philosophe, c'est aussi un être écorché, bien souvent, un être hypersensible, un être, et qui, à cause de ça, va dire des choses injustes, va prendre des positions qui sont, mais c'est à la marge, en réalité, des choses. Et comme les grands livres sacrés sont aussi porteurs de choses négatives, de choses agressives, de choses violentes, qu'on pourrait, qu'on doit oublier, qu'on doit mettre de côté. Quand on lit les livres sacrés, on n'est pas obligé de s'accrocher de les lire de façon
plate et sans en comprendre les métaphores ou le côté passéiste et le côté obsolète de certaines propositions. Et garder que l'essence, en fait, le spirituel qui est derrière, qui est à l'origine, qui est l'original, en réalité. Après, voilà, il y a le militaire qui est aussi, qui s'empare aussi des livres sacrés, qui s'empare aussi des philosophes, qui s'empare aussi des, voilà. Alors, on y va, on continue. Certes, la philosophie fait le pari que ces unifications ultimes ne seront pas des simplifications, mais est-ce si certain? Nous en parlons ce matin en revenant aux notions de dialectique et de systématicité. Bonjour Claire Pagès. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'université Paris-Nanterre. Vous avez travaillé sur Hegel, qui de tous les philosophes modernes a sans doute forgé le système le plus redoutable, puisqu'il prétendait saisir le mouvement fondamental de l'histoire. Vous avez publié aussi chez Vrin en 2015, Qu'est-ce que la dialectique? Bonjour Patrice Canivez. Bonjour. Est-ce qu'on dit Canivez ou Canivet? Canivet. Eh bien, je dirais ainsi. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université de Lille. Vous avez publié des choses variées, y compris des livres extrêmement pédagogiques et clairs. Je me souviens d'un volume de vous intitulé « Éduquer le citoyen » qui m'avait beaucoup aidé dans mes premières années d'enseignement. Vous venez de me dire qu'on va le republier. J'en suis ravie. Il y a quelques mois, vous avez fait paraître au PUF Jean-Jacques Rousseau, La politique face à l'histoire. Alors je précise que cette idée d'une série sur la complexité nous est venue de nos amis du Festival de la Pop Philosophie à Marseille, festival qui commence aujourd'hui son édition 2025 et qui s'annonce donc comme un éloge de la complexité. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Alors c'était la pop philosophie, c'est génial. Bon, en tout cas, on voit à quel point et les rencontres philosophiques qui sont initiées en Auvergne là, pour la première année et qui, j'espère, vont continuer l'année prochaine, ça participe de cet élan vers le culturel. Et justement, plus l'État se désolidarise on dirait, plus l'État se dissocie justement du culturel et injecte de moins en moins d'argent, brime de plus en plus les systèmes, devient de plus en plus radical et dur, et plus il y a des choses qui émergent sur les réseaux sociaux, voilà. Et ça, c'est vraiment génial. Tu vas en voyage? Pour où, avec ta permission? La Crète. Tu me plais. Emmène-moi avec toi. Tu veux? T'emmener? Pourquoi? Pourquoi? On peut donc rien faire dans la vie sans pourquoi. Comme ça, quoi. Pour le plaisir. Écoute, prends-moi comme cuisinier. Je sais faire de ces soupes qui... Tu aimes la soupe, non? Bien sûr, tu aimes la soupe. Tu es anglais, non? À moitié. À moitié. Mon père était grec, mais on m'a élevé en Angleterre. Ah, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Moi, eh bien, je suis écrivain. Excuse-moi, mais tu en as l'air. Qu'est-ce que tu écris? Des choses d'amour? Oh non. Poésie, essai. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est là où une remarque, c'est qu'Anthony Quinn, là, le doublage, là, à quel point ça colle, à quel point ça coïncide avec ce physique. Il n'a certainement pas cette voix-là, Anthony Quinn, mais à quel point le choix du doubleur et la voix et la façon d'exprimer les choses, voilà, il y a de l'art dans toute la créativité humaine, la plus simple. Et Duchamp, en mettant un urinoir sur un présentoir, montre que l'homme cherche à faire du beau, cherche cherche le bien pour ses congénères. On est bien plus bienveillant que ce qu'on imagine en réalité. Les gens disent, et ça me rappelle le patronat qui disait oui, le monde est un peu impitoyable, c'était la patronne du patronat,
il faut s'adapter à ça. Évidemment, il le rendait impitoyable parce que à l'origine, l'humain cherche celui qui faisait son tonneau devant sa porte, celui le maréchal Ferrand, le truc, etc. Il cherchait à faire le mieux possible, le plus beau possible, à imaginer la plus belle chose. Voilà. Et donc on est comme ça, l'être humain est comme ça, et même s'il travaille à la chaîne, il va vouloir quand même faire le meilleur métier possible, le meilleur travail possible. Et on n'a pas les médias qu'on mérite. L'humanité n'a pas les médias qu'il mérite aujourd'hui. Des médias bienveillants qu'on avait certainement dans les années, au tout début de la naissance de ces médias, dans les années 50, 60. Je pense qu'il y avait vraiment une sorte de bienveillance vis-à-vis du peuple, de montrer la beauté du peuple et la profondeur du peuple. Et là, c'est un peu décalé. Des essais. Non, tu penses beaucoup trop. C'est ça qui te perd. Les petits malins et les épiciers, ça pèse tout. Moi, si tu me l'avais demandé, je t'aurais regardé dans les yeux et je t'aurais dit Zorba viens ou Zorba ne viens pas. Zorba? C'est moi, Alexis Zorba. Et vous venez d'entendre un extrait du film Zorba le Grec, réalisé par Michael Kakoyannis en 1964, adapté du roman de Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba, de 1946. Claire Pagès, à la fois, ça marche toujours de se moquer de l'intellectuel qui écrit des livres et qui n'a pas la simplicité de la vie. Et puis, c'est impensif quand même. Je pense que vous me l'accorderez. Cette idée que les gens dans la vie, dans la simplicité non réflexive, non seulement sont plus heureux, mais sont plus sages que les intellos. Comment vous réagissez à la fois à cette vérité partielle, sans doute, et à ce poncif malgré tout? Merci. Je crois que Hegel a essayé de dire un petit peu quelque chose comme ça quand il a défendu la philosophie contre tous ceux qui attaquent dans cette connaissance conceptuelle le temps, la patience, l'effort, l'inquiétude, le fait que ça exige aussi de rencontrer des contradictions et d'être déçu, mais il a essayé de défendre le moyen de connaître véritablement la richesse des choses et du réel, contre ceux qui prétendaient toujours qu'on pouvait appréhender ou connaître la réalité immédiatement. Voilà, et évidemment, il faut les deux. On a besoin des deux, mais la place du philosophe, c'est pas celle de Zorba le Grec. Zorba le Grec, il a une place majeure, et c'est ce que je voudrais justement qu'on puisse vraiment dérouler sur les rencontres philosophiques et spirituel de Montfaucon. C'était l'idée de faire intervenir le philosophe docte, le philosophe universitaire, le philosophe de renom éventuellement, etc. Et pointu, et puis le philosophe, le paysan qui a une philosophie et qui a envie de parler de sa façon d'être au monde, de sa façon de concevoir le monde, de sa façon de voir l'autre, de voir autrui, etc., etc. Et c'est cette horizontalité que j'aimerais pouvoir mettre là-dedans. Mais il faut évidemment les deux. Et c'est là où d'ailleurs, ce film montre le dialogue entre les deux. Et évidemment, il est là, même si Zorba a une personnalité plus imposante, on va dire.
la place de l'autre, du penseur, de l'écrivain, elle est là aussi. Soit par l'intuition, soit grâce à son bon cœur, spontanément, avec ses sentiments. Donc il fait toujours un peu, il prend la défense de cet effort sur soi qui rencontre pour lui la complexité des choses. La complexité, elle est dans la réalité, et la pensée doit essayer de relever ce défi-là. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on parle de Hegel, on va le faire dans un instant, mais j'aimerais quand même qu'on pose le problème plus généralement. C'est une vieille affaire, y compris chez les Grecs anciens. Thalès, le mathématicien, on raconte qu'il avait tellement le nez dans les étoiles qu'il est tombé dans un trou, ce qui a beaucoup fait rire sa servante. Ce rire-là... est classique, à la fois il y a une sagesse dans ce rire, je répète, et puis peut-être y a-t-il le risque aussi d'un anti-intellectualisme qui, pour vous dire franchement les choses de mon point de vue, est en pleine forme en ce moment, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Patrice Canivet. Oui, oui, elle a absolument raison, il est vraiment en pleine forme, et... mais bon, les intellectuels sont là, pour l'instant, il courbe un peu le dos devant la vocifération et le vent que ça produit au-dessus de leur tête, des simplificateurs, des manichéens, et des moqueurs de toutes sortes. Mais c'est juste un moment, c'est un moment qui doit se jouer dans l'unification de l'humanité, c'est comme ça que je l'explique. On est dans un moment d'unification, et dans ce moment-là, ceux qui peuvent unifier, c'est plutôt les simplistes, les manichéens, les bourrins, on pourrait dire, entre guillemets, ceux qui tranchent comme ça sans tenir compte de la complexité des choses. Mais c'est un moment de l'évolution de l'humanité. Oui, l'anti-intellectualisme est en pleine forme. C'est souvent d'ailleurs l'expression d'un refus de la pensée, d'un refus de la réflexion. Et c'est aussi un thème très... Et c'est exactement le refus de la réflexion qui fait que l'athéisme aussi. Non, Dieu n'existe pas, arrête de m'embêter avec ça, ne t'embête pas avec ça, Dieu n'existe pas, c'est tout. Mais pourquoi ? Explique-toi, qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers ? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi il y a l'amour dans cet univers-là ? Pourquoi il y a de la chair ? Pourquoi on est arrivé... pourquoi l'évolution a conduit à cette chose-là ? Alors, on creuse ou pas ? Non, l'athéisme va dire « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas Dieu, c'est tout. Je ne m'intéresse pas à ça. » C'est juste une simplification. Dans la philosophie que la réflexion dérange, parce qu'elle remet en question des certitudes acquises. C'est d'ailleurs un des thèmes de la réflexion socratique, de la pratique socratique, de remettre en question des certitudes acquises. Alors donc c'est un petit peu dangereux et déstabilisant, notamment quand cette réflexion porte sur les traditions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient morales, qu'elles soient culturelles, etc. Donc l'anti-intellectualisme, c'est pas simplement le fait de se moquer des gens qui raisonnent de manière abstraite et qui perdent le contact avec le réel. C'est aussi une manière de se défendre contre les gens qui remettent en question des présupposés, des préjugés qui sont commodes. Bien sûr. De ce point de vue-là, la philosophie, au contraire, elle est indispensable pour maintenir l'exigence de réflexion critique. La dialectique, alors. Voilà, alors c'est là où c'est une œuvre d'art, la façon dont il a exprimé ça. Voilà. Là, le vocabulaire, il est riche, il est puissant, chaque mot est exactement à sa place et il est compréhensible pour celui qui tend l'oreille dans
Et là, c'est magnifique, quoi. Il faut le remarquer, hein. Inventé par la philosophie grecque. Qu'est-ce que ça veut dire, Claire Pagès? Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Et puis on va reprendre dans la foulée. Merci beaucoup de votre écoute. Vous savez, hein, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce genre de travail, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires, établir des liens avec votre propre espace YouTube ou autre, en faire la réclame, voilà. Et puis allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et si vous avez envie de participer à ces rencontres philosophiques pour l'année prochaine, entre le 1er juillet et le 31 août, envoyez un petit message et on avisera. Merci à vous et bonne journée.